la maison Polydor House vous présente spécial gospel acoustique, 30 ans de carrière musicale. Avec le pasteur Lifoko du ciel, aux 3 rue de la Pointe, 93 230, Romainville, le vendredi 25 octobre 2013 à 18 h. Participation 10 €. Ne manquez pas, bien-aimés. Absurde, dont la genèse, ou si vous voulez, dont les racines se trouvent dans la corruption, dans la naïveté, la cupidité des autorités américaines qui avaient soutenu Léopold II dans la création de l'État indépendant du Congo. Et moi, je démontre dans les livres que ce n'est pas vrai. Cette thèse est fallacieuse. Le Congo n'est pas né de la corruption. Le Congo est né des valeurs nobles, des abolitionnistes, des anti-esclavagistes, qui voulaient en réalité qu'il y ait au cœur de l'Afrique une république de Noirs susceptible de les aider à créer les conditions propices à leur épanouissement. Et donc, je remets en question cette thèse-là, mais à partir de là, je démontre que le Congo, comme État, n'est pas un projet belge, c'est un projet américain. Le projet premier, initial, pour venir en Afrique, parce qu'à cette époque-là, au 19e siècle, tous les grands fleuves, le Nil, le Niger, etc., le Zambèze, avaient été conquis. Le Congo était considéré comme le cœur des ténèbres. En réalité, d'ailleurs, les concepts de The Heart of Darkness. Et pourquoi cœur de ténèbres? Une petite parenthèse. Parce que, comme je disais, donc, disons, 1840 déjà, le Nil, tous les grands fleuves, tous les grands cours d'eau de l'Afrique avaient déjà été explorés par les grands explorateurs Cameron, Speke, Burton et les autres, Mungo Park, qui est d'ailleurs mort dans le Niger. Mais le Congo était indomptable, était impénétrable. On l'appelait les cœurs de ténèbres. En réalité, les concepts de cœur de ténèbres, en anglais, the heart of darkness, a été inversement utilisé au Congo. Conrad, quand il a utilisé les concepts de heart of darkness, cœur de ténèbres, il faisait allusion à cette sorte de perversion impérialiste des Blancs qui venaient pour détruire, qui venaient pour piller. Mais les concepts ont été utilisés inversement à contrario pour signifier que le Congo est les cœurs des ténèbres. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, le Congo continue à être considéré comme un espace mystérieux, impénétrable. Et donc, le projet américain était un projet scientifique avec Stanley, après qu'il ait rencontré Livingstone. C'est pas un projet belge, c'est d'abord un projet américain. À New York, avec les New York Herald, Stanley a soumis son projet, on lui a donné les fonds, la logistique pour qu'il vienne. Lorsque Stanley vient ici en 1874, les Belges ne connaissaient pas le Congo, Léopold II ne connaissait pas le Congo. Léopold II avait l'ambition de chercher un lopin de terre pour faire en sorte que la Belgique, qui venait de naître comme royaume, puisse également avoir véritablement l'essence de sa statue impériale. Et donc Léopold II visait l'Argentine, l'Abyssinie, l'Égypte. Il ne connaissait pas le Congo. Jusqu'à ce que Stanley ait fait ce qu'on appelle en anglais circumnavigation, 999 jours, et qu'il est exposé au monde. On disait d'ailleurs que lorsque Stanley découvre, on disait d'ailleurs que c'est comme si un homme avait marché sur la Lune. C'était la plus grande découverte de ces siècles-là. Un grand exploit. On va justement en venir. Kabasso Babou, votre livre est préfacé par deux grands professeurs de scientifiques. James Robinson, docteur en économie et développement à l'université de Harvard aux États-Unis, et le professeur Jacques Mangala de Grand Valley University, toujours au Michigan. Alors, nous allons voir maintenant, entrer en détail, au total, 7 chapitres. Au premier chapitre, vous parlez justement d'un vétéran de la guerre civile américaine et architecte de l'État du Congo. Il s'agit de Henry Morton Stanley. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau concrètement dans ça veut dire qu'on connaît, ça veut dire l'histoire, la distorsion historique, la falsification historique, mais également cette sorte de paranoïa anti-impérialiste, nous présente toujours ces Henry Morton Stanley comme une sorte de monstre qui tuait les gens à tout bout de champ, alors que c'est pas vrai. Stanley, en réalité, jusqu'à mode d'autres étapes de sa vie, mais fondamentalement, parce que les Congos étaient impénétrables. La dernière tentative de conquérir le fleuve Congo, c'était, je crois, 1846 par les capitaines anglais John Taki.
Il est mort vers les Palabala, donc dans le Bas-Congo, et depuis lors, on a abandonné. On a dit que le Congo était impénétrable, c'est un mystère, c'est les heart of darkness, les cœurs de ténèbres. Et donc, c'est pourquoi d'ailleurs, lorsque Stanley termine, on dit... survivant des 12 explorateurs. Non, Stanley fait 999 jours, de 1874 à 1877. Quand Stanley fait ça, le Congo n'était pas une entité politique. Les Bas-Congo ne savaient même pas d'où venaient les eaux d'Enzadi. Les Baluba, dans le Lualaba, ne savaient pas où allaient les eaux de leur Lualaba. Les Loulouas que je suis, ils ne savaient pas qu'il y a un royaume Congo ou un royaume à Drodro. Et donc, les Congo n'étaient pas entité. En fait, c'est la circumnavigation, je dis en anglais, la navigation en fait de Stanley, les 999 jours, qui révèle au monde cet espace extraordinaire qui était jugé jusque-là pendant des années impénétrable. Notez que les Portugais, par exemple, ils sont restés dans le Bas-Congo pendant 400 ans, sans arriver même à Kinshasa. Et donc, cette dimension de Stanley comme étant un ancien combattant de la guerre civile américaine, c'est là que je lis la fondation du Congo à la guerre civile américaine. Toutes les qualités de Stanley, d'un homme de ce qu'on appelait le willpower, cette capacité extraordinaire de survie. Parce que, notez que pour faire, c'était une mission impossible. C'est pas comme maintenant on a le GPS, on a les maps, tout ça. À l'époque, on n'en avait pas. C'est pourquoi on a dit que quand Stanley a fait ce tour-là, c'est comme si un homme avait marché sur la Lune. C'était les plus grands événements de ces siècles. Et donc, Stanley, vous voulez le présenter comme le vrai géniteur en fait, c'est l'architecte. C'est notre histoire. C'est notre histoire. Écoutez, si vous falsifiez votre histoire, vous direz nulle part. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous tournons en rond. C'est lui. Vous voulez dire que c'est la méconnaissance de ce grand architecte du Congo, de l'État indépendant du Congo, constitue, sur le plan spirituel, des malédictions pour sur le plan, je dirais, spirito-rationnel. Ça veut dire que nous vivons une histoire, nous avons une conscience historique troncaturée, qu'il y a des distorsions. Parce que Mulumba Tingasha disait, l'histoire, c'est pas seulement l'histoire séquence événementielle ou séquence d'événements ou sédimentation des faits. L'histoire, c'est également une conscience. Lorsque vous avez une conscience caricaturée de votre histoire, la probabilité est grande que vous ne compreniez pas votre destin ou votre destinée. Et donc, Stanley, l'ancien combattant de la guerre civile américaine, Stanley a eu toutes ses capacités de survie. Parce qu'il faut noter que lorsqu'il a fait ce tour, il y avait plus ou moins 350 personnes, dont la moitié était décimée. Il y avait au moins 12 blancs. Il était le seul survivant. Et il était un véritable tireur de l'élite, capable de gérer les hommes militairement. Et tout ça, il a acquis de la guerre civile américaine. On n'a jamais su que Stanley a combattu dans la guerre civile américaine. Il est parmi les rares personnes à combattre dans le nord, tout comme dans le sud. À combattre dans le nord, dans le sud et dans le nord. Des atouts nécessaires qui lui ont permis de survivre dans cette grande exploration. Kabasou Babou, vous allez vous adresser à tous les lecteurs congolais, africains, tout comme ceux à travers le monde. Vous allez un peu essayer de vous adapter à l'auditoire. Vous quittez les auditoires de l'université. Chapitre 2 de votre ouvrage, Diplomatie américaine et menace de la désintégration du Congo. Quel message voulez-vous concrètement communiquer? Mais disons, comme j'ai dit, nous sommes pris par des crampes stomacales, une psychose généralisée, la balkanisation. Mais je peux déjà dire, que le Congo ne sera jamais balkanisé. Ne vous en faites pas. Il y a des tentatives, il y a du gangstérisme de certains généraux du Rwanda pour des raisons, avec des forces financières internationales. Voilà. Mais ça encore, il faut nuancer. On arrivera là. En fait, on parle. On cite malencontreusement les États-Unis d'Amérique. C'est pas une politique américaine de désintégrer le Congo, parce que ce sont les Américains qui ont créé le Congo État. Et donc, c'est même une absurdité. Ce sont les Américains qui ont été les concepts d'État, les concepts de gouvernement appliqués au Congo. C'est un produit des Américains, c'est pas un produit des Belges. Vous balayez les rumeurs selon lesquelles des anglo-saxons, généralement des forces des multinationales, qui seraient derrière justement les banditismes des Rwandais et des... Non, les banditismes des Rwandais, c'est autre chose. Il est vrai aujourd'hui, je ne veux pas ici faire le négationnisme ou le révisionnisme, c'est vrai, c'est établi, c'est pas moi qui vais le contredire, hein. C'est établi qu'il y a un gangstérisme de certains officiers rwandais qui manipulent les gens au nord avec des kalachnikovs pour des besoins d'exploitation minière, etc. Ça, c'est connu. Mais moi, je transcende tout cela pour dire qu'il faut nuancer les choses, parce que en ce qui concerne les Américains, ils sont pas absurdes, ils sont pas irrationnels. Les plus grands investissements privés
de l'histoire du Congo et américain au Congo, avec Freeport McMoran, Tenkefungume, 2 milliards de dollars. Donc ils peuvent balkaniser un pays dans lequel ils ont investi 2 milliards de dollars. Parce que vous savez... il y a également Kibali, c'est les anglo-saxons. C'est Anglo-Gold, Anglo-Gold Ashanti, etc. Et donc, par rapport aux États-Unis, il faut nuancer les choses. Et donc, la balkanisation du Congo, la première tentative de balkanisation du Congo, en fait, même pas de balkanisation, c'est la disparition complète du Congo sur la carte. C'est en 1883. 1883, toutes les puissances européennes commencent par dire que l'Association internationale du Congo, qui n'est pas une puissance publique, qui n'est pas un État souverain, suivez-moi très bien, n'a aucune qualité, aucune compétence pour réclamer des terres au cœur de l'Afrique. Des terres, un espace aussi gigantesque. Et donc, on dit que toute prétention de l'Association internationale du Congo, donc de Léopold II, est nulle. Et même les Belges. Comment le projet avait-il échoué? Comment ce projet avait-il échoué? Suivez-moi, même les Belges. La menace était-elle écartée? C'est parce que justement, le premier... Vous rappelez la date? 1883 d'abord, c'est la menace. Fin 1883, début 1884. Le premier diplomate qui a été, désigné par Abraham Lincoln en Europe, qui est le général Sanford, Henry Sanford, le fondateur de la cité de Sanford en Floride, c'est lui qui reçoit Stanley et que c'est lui qui sauve. Léopold II était seul. La France, le Portugal, toutes les puissances européennes allaient se partager les Congos en 1883. Ceux qui sauvent le Congo, ce sont les Américains. Et donc les Américains ne vont pas aujourd'hui balkaniser ce qu'ils ont sauvé. Et comment ils l'ont sauvé? Ils sauvent comment? L'État indépendant du Congo. Le général Henry Sanford, en réalité il n'était même pas général de l'armée, hein, c'est parce qu'il avait donné beaucoup de biens à l'armée qu'on a fait de lui un général. Le général Sanford prend de l'argent, il dit à Léopold II qu'il va aider. Il rentre en Amérique. Il fait les lobbying. Non seulement les lobbying, mais il y avait déjà ce qu'on appelait les American Colonization Society, ceux qui ont créé les Libéria. Hein? Ceux qui ont créé les Libéria, c'était des républicains, des évangéliques et des abolitionnistes. Parce qu'il faut savoir également que le Congo est lié à la guerre civile, parce que la guerre civile a été aussi, a eu comme cause... Vous entrez trop dans l'histoire. Comment les Américains ont-ils sauvé le Congo du Congo? Ils ont sauvé... Par quelle magie? Non, pas par magie. Juridiquement, par la magie, militairement? Par la diplomatie et par la politique. Ça veut dire que lorsque les puissances européennes disent que l'association internationale n'a pas de droit... Casarima Studio, des professionnels disponibles pour vous satisfaire. Et là, pour tous vos événements. Casarima Studio, vos photographies, des professionnels disponibles pour vous satisfaire. Casarima Studio, c'est aussi la réalisation de vos clips, des professionnels disponibles pour vous satisfaire. Casarima Studio, c'est aussi le reportage de vos émissions, des professionnels disponibles pour vous satisfaire. Casarima Studio est là pour tous vos événements. Casarima, c'est aussi la création de vos spots publicitaires. Casarima, c'est aussi le filmage et montage de vos événements, fêtes, anniversaires, baptêmes, croisades, campagnes, concerts. Casarima, c'est aussi la location de vos salles de fête. Pour tous vos reportages, mariage, baptême, anniversaire, croisade, concert avec Casarima Studio, la création de vos affiches et l'impression de vos affiches. Contact 06 29 91 70 16 01 48 12 86 82. 3 rue Joseph et Étienne de Montgolfier, 93 110, Rony, Sous-Bois. Billy Kinké, la production, vous présente Sœur Acacia dans un nouvel album, Arche de Noé et Réveil spirituel. Un album disponible en CD et DVD. Pona yo papa, pona yo mama, olingaka, emoniseli. Olingaka, kogumba mela mokondi.
natelemi pe natamboli na mokili oyo mobimba nanzela pe bipai biso kasi namonise yo Yesu. Cet album est pour vous. Arche de Noé et réveil spirituel. Avec des cantiques inspirés. Arche de Noé et réveil spirituel. Déjà dans vos bacs en CD et DVD. Somba Yangondeko, Okupambolama. Sœur Acacia. Réveil spirituel. Déjà dans vos bacs en CD et DVD. Album Kitoko. Les Américains, Léopold II et Jonas Sanford vont chez les Américains. Les Américains ont été les premiers, sur base de leur propre expérience de la guerre civile, et les abolitionnistes et les républicains, ils ont en fait structuré la problématique pour dire que le Congo, ils reconnaissent eux le Congo comme un État. Ils ne reconnaissent pas, ils ne formulent pas la problématique en termes de l'association internationale du Congo telle que vous le voulez, Léopold II, mais le Congo et les Américains ont été les premiers à parler du Congo en termes d'État. Ils ont dit, nous reconnaissons les drapeaux là, comme les drapeaux d'un gouvernement ami. Ainsi donc, dans l'histoire... C'est à travers le Sénat et le Congrès. Les congrès américains, les Sénats, il y a eu des débats dans l'arène politique américaine, des Congo Questions, comme on dit. Est-ce qu'il y a des traces dans l'histoire de ce que vous affirmez? Voilà, il y a par exemple ce livre ici qui est écrit par Hochschild. 6 Américains sur 10 lisent ce livre avant de venir ici. Hochschild démontre que, en fait, le Congo, c'est un État kafkaïen, une absurdité politique, parce qu'il écrit en 1997, lorsqu'il y a la atrocité à l'Est. Et donc, il dit que le Congo est né de la cupidité du président Chester Arthur, qui est le 21e président des États-Unis, qui avait été corrompu par Chester Arthur avec l'argent de Léopold II, avec des oranges. Donc, le Congo serait né de la corruption avec les oranges et le vin. Ce qui est faux. Ce qui est faux parce que Chester Arthur, c'était... Ça, c'est un affront. Non, Chester Arthur, c'était un abolitionniste qui était convaincu que non seulement on devait reconnaître le droit de l'Association internationale du Congo au Congo, mais qui était convaincu que les Noirs devaient former leurs propres États. Les Américains ont été les premiers, sur base de leur propre expérience du Libéria. D'ailleurs, je vous informe qu'il y a aujourd'hui au Libéria une tribu qui s'appelle les Congo Tribes. Les Congo Tribes, c'est les Congolais. Les Congo Tribes, c'est les Congolais, la cargaison des Congolais et des esclaves que les Américains et les Anglais ont pris quand on a interdit l'esclavagisme, qu'ils ont débarqué au Libéria, et aussi les Américains qui sont rentrés par le fait de American Colonization Society, qui a soutenu également le projet congolais. Et donc les Américains sont les premiers à utiliser les concepts de gouvernement. Ils ont sauvé le Congo en déclarant qu'il est un État. En parlant du Congo en termes de gouvernement. Les Américains ont été les premiers à utiliser les concepts de gouvernement appliqués au Congo. Vous pensez et c'est pas les Belges, c'est pas les Français, c'est pas les Allemands. Congo, de la débâcle, de la disparition. Vous parlez de balkanisation. Vous pensez qu'ils n'aient pas changé d'avis? Je pense qu'ils n'ont pas changé d'avis. C'est pas une politique du gouvernement américain. C'est pas une politique du gouvernement américain. Nulle part vous allez trouver les éléments d'une politique américaine de désintégrer le Congo. Évidemment, il y a toujours des compagnies, des privés qui utilisent des filières congolaises d'ailleurs et des pays voisins pour le pillage des ressources, ça on ne peut pas nier. Mais en 1960 encore, il ne faut pas oublier que c'est l'impulsion du gouvernement Eisenhower et du gouvernement, bien qu'on ait dit qu'Eisenhower aurait autorisé la mort de Lumumba. Et donc ces impulsions, notamment de Kennedy, démocrate, avait soutenu Mordicus qu'il fallait qu'il y ait unité. Il fallait que Gizenga, qui avait déjà proclamé la République populaire du Congo, à Kisangani, il fallait qu'il fasse partie du gouvernement qui allait être formé à Kinshasa. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y avait déjà la sécession katangaise et la République populaire du Congo, que le gouvernement Kennedy est intervenu pour qu'il y ait l'unité du Congo. Et donc, il faut nuancer la thèse de la balkanisation par rapport aux Américains. Il y a certes les gangstérismes militaires, au Rwanda, en Ouganda surtout, et peut-être d'autres pays, mais il faut mettre dans une perspective historique la thèse de la balkanisation, surtout en démontant ou en démontrant les caractères fallacieux des thèses soutenues par
Au Tchad notamment. Alors, on peut vous renvoyer justement à la lecture de ce livre, mais qui va sortir uniquement, en fait, premièrement en anglais, et ensuite ça sera en langue française et nous le dira, Diplomatie américaine, le deuxième chapitre, et menace de la désintégration du Congo. Eh bien, le message a été donc donné. Au chapitre 3, justement, vous parlez de la construction de l'État développementaliste. Que dites-vous concrètement dans ce chapitre? Et donc, je m'inspire simplement des thèses qui avaient été défendues lorsque la question congolaise était débattue au Congrès et au Sénat en 1883. Et donc, l'idée, c'était justement d'un État, l'idée qui a été également soutenue notamment par l'arche intellectuel américain noir Booker T. Washington, qui fut à l'époque le président de Congo Reform Association. C'est la thèse d'un espace d'existence collective créé par les Noirs, géré par les Noirs pour leur propre développement. Et donc le projet d'un État développementaliste, c'est un projet dont les bribes, les phases élémentaires des réalisations sont encore invisibles jusque-là. Et donc c'est pourquoi nous voyons qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous avons fait la transition, mais nous devons quitter le mode, le mental de la transition pour aller vers la phase d'une véritable transformation du Congo en un état de développement. Parce que, sur le plan anthropologique, c'est le développement de l'ontos, le développement de l'être qui génère le développement socio-économique. Et donc, on peut voir également les indices, quand on vous dit que les indices de développement humain, voilà, c'est pas très significatif, etc. Bien que, sous Kabila, ça c'est scientifique, l'indice de développement humain sous Kabila n'a fait que grimper. Mais il n'a pas encore atteint ces seuils-là où on peut dire que, évidemment, il y a l'impact sur le plan socio-économique. Mais la problématique de la création d'un État développementaliste demeure. Un État dans lequel les citoyens vont trouver les conditions minimales de leur éclosion en tant qu'être pensant, en tant qu'être capable de création et de créativité. Au chapitre 4, M. Kebaso-Babou, vous parlez de la rationalité du nouveau projet États-Unis d'Amérique avec le Congo. Quelle est donc cette rationalité? Les États-Unis sont-ils conscients de ce que vous dites? Voilà. L'une des difficultés, c'est le fait que pendant les années, nous n'avons pas été en mesure d'articuler une vision, une ambition de la transformation du Congo qui soit intelligible chez les Américains. Quand vous allez dans les académies américaines, parce que vous savez, les anglo-saxons, ils fonctionnent, les politiques anglo-saxons et américains en particulier travaillent en s'inspirant de ce qui est dit dans les universités. Et donc, il y a une image négative du cœur de ténèbres au Congo qui persiste encore dans les universités américaines. Et donc, l'Amérique aujourd'hui, c'est un pays dont les produits intérieurs bruts, disons, la croissance est peut-être, disons, est plate, à 1% peut-être, et le chômage à 9,5%, et la dette extérieure à plus de 14 000 milliards. Et donc, le Congo est comme une sorte de planète sous-exploitée, mais que les Américains ne veulent, dans laquelle cette planète donc, les Américains ne veulent pas intervenir de manière assez robuste, parce qu'ils disent non, il n'y a pas la justice, non, il y a la criminalité, non, l'armée est faible, etc. Et donc là-dedans on dit qu'il faut un partenariat, un nouveau partenariat, comme on appelle dans un win-win scénario, dans lequel les Américains trouveraient leur compte et les Congolais trouveraient leur compte par l'apport de la technologie, par l'apport de l'expérience, par l'apport de ressources. Aujourd'hui, on les voit avec Tenke Fungurume, comme je l'ai dit, Freeport-McMoran au Katanga, qui en moins de 5 ans a déjà généré plus de 500 millions de dollars de taxes et revenus pour l'État congolais. Et c'est le plus grand investissement privé dans l'histoire du Congo, avec plus de 2 milliards de dollars. S'il y a plusieurs Tenke Fungurume au Congo, s'il y en a même 10, vous voyez, c'est 20 milliards de dollars et même plus. Je pense qu'en ce moment-là, les Congos vont connaître une croissance très accélérée et une reconstruction qui soit expansive. Nous devons en arriver là. J'espère que vous n'êtes pas pro-américain avec un agenda caché. Ça, c'est une petite boutade. Oui. Au 5e chapitre, monsieur l'auteur, vous dites la vision et la synergie. Vous parlez justement de la vision, de la synergie pour un nouveau Congo. Quelle vision et comment donc arriver à cette synergie? Voilà, nous sommes un pays, regardez-moi, gouverneur, j'ai eu l'occasion, j'ai béni Dieu pour cela, j'ai eu l'occasion de faire des tournées d'inspection et j'ai vu un niveau de dévastation époustouflant, les niveaux donc. Et donc, il y a des coins au Kassai occidental comme à Yangala, où les gens ont perdu pratiquement l'essence de l'État. Ils vivent comme ceci, comme, disons, d'une manière où ils sont pratiquement coupés du reste du pays. Vous leur posez des questions sur les premiers ministres, sur le Congo, les gens vivent dans un autre monde. Et donc, il nous faut
une démarche de reconstruction avec des partenaires qui ont une histoire splendide de la transformation d'un espace sous-exploité en une véritable puissance étatique. L'OTAN est en train de nous faire la course, justement. Il coule très vite. Au 6e chapitre, nous allons terminer bientôt. Mobilisation des ressources au-delà d'un budget national limité. C'est ce que vous dites au 6e chapitre. Comment mobiliser les ressources? Voilà, nous avons vu pour d'autres pays l'expérience des autres pays qui ont été dévastés par des guerres, en Iran, en Irak, en Afghanistan, en Yougoslavie, etc. On a vu que les citoyens de ces pays-là ont fait une synergie avec les leurs qui sont à l'extérieur. Et je pense que, parce que les livres s'adressent aux policy makers, aux décideurs américains, aux académiciens américains, parce que le Congo, aux États-Unis, dans l'imagerie collective, dans la conscience collective américaine, le Congo, c'est toujours un État kafkaïen. Et donc, c'est pour démontrer que c'est possible de construire un Congo nouveau, non seulement avec l'État congolais, dont les capacités sont encore très faibles, mais il y a moyen de créer une synergie avec la diaspora congolaise, avec les universitaires américaines, les universitaires américains, pour transformer en fait l'image du Congo dans l'attendement américain. Mais dans un contexte de la globalisation, de la mondialisation, comment donc rendre un Congo compétitif? Voilà, les concepts. Je propose ici un nouveau concept qu'on appelle Charter City, qui est initié par l'académicien Paul Romer, qui consiste à dire, dans un pays qui est dévasté à grande échelle, parce que ce que nous voyons, le boulevard, c'est bien, alléluia, praise the Lord, mais c'est peut-être 3% de ce qu'il faut. Parce que à Drodro, à Yangambi, il y a des gens qui ont été propulsés par la dévastation dans une ère, dans une phase précoloniale. Et donc, il faut créer des espaces de développement, ce qu'on appelle les Industrial and Business Districts. Nous sommes un pays anglophone plutôt. Personally, Esprit Voyageur, agence Yassika, officiel pour na covoiturage, aller-retour, Bruxelles-Paris, Natalomuke, 25 €, pour na Yomwanamboka, contact 0032 485 476 520 0032 251 233 12. Esprit Voyageur, partons ensemble.